Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 8. Aujourd'hui, le scénariste et réalisateur Fabrice Gaubert nous raconte à quoi ressemble sa vie après les Revenants. On dresse le portrait d'une femme bionique, Super Jamie, et on vous présente la série fantastique qui va remplacer True Blood. It's like Friends with a whole lot more action. Vous allez l'écraser! Elle fut l'une des stars de la télévision américaine de 1976 à 1978 et reste une icône pour toute une génération. Bonjour, mademoiselle Sommers. Vous êtes quelqu'un de vraiment pas ordinaire. Mais qui est Super Jamie ? Alors que ressort en DVD l'intégralité de la série culte, retour sur la folle histoire de l'une des premières super-héroïnes du petit écran. Et j'ai toujours pensé que le meilleur moyen de prendre contact et d'enseigner était la manière douce. Jamie Sommers est une institutrice adepte de sensations fortes qui se blesse lors d'un saut en parachute. Elle est sauvée par un scientifique qui lui greffe un bras, 2 jambes et une oreille bionique, faisant d'elle une espionne redoutable. Starkey, je crois avoir entendu un bruit de pas. Le personnage est d'abord apparu dans L'homme qui valait 3 milliards, aux côtés de Lee Majors, pour booster les audiences en berne des aventures de Steve Austin. Elle meurt au bout de 2 épisodes, mais la pression des fans pousse ABC à la ressusciter et à lui offrir sa propre série. En 1976, Super Jamie est née. Les producteurs ne s'arrêteront pas là et imagineront même Max, le chien bionique. En France, la série cartonne sur Antenne 2, mais le titre original de la série, The Bionic Woman, pose problème. Pourquoi faites-vous cela? Parce que j'estime que c'est mon devoir, que je crois ce que je fais. Les doubleurs français ne parviennent pas à couvrir les mouvements de lèvres des comédiens américains quand ils prononcent le mot bionique et inventent le terme bio-ionique, ce qui ne veut rien dire. J'ai eu un accident de parachute. Alors j'ai autorisé Oscar Goldman à faire de moi un cobaye et tester ses théories bioniques. Le personnage de Super Jamie est tellement populaire qu'une première tentative de reboot voit le jour en 2002 avec, selon certaines rumeurs, Jennifer Aniston dans le rôle titre. Ce n'est qu'en 2007 que 8 épisodes de Bionic Woman, une nouvelle version avec l'actrice Michelle Ryan, sont diffusés sur NBC avant que la série ne soit tout simplement annulée dans l'indifférence générale. Et vous le classez où? Avec les gentils ou avec les méchants? Il faut se rendre à l'évidence, rien ne remplacera jamais la seule, la vraie Super Jamie des années 70. Je crois que c'est la première fois que je vais en mission toute seule et sans commettre trop de bévues. Je suis tout à fait opérationnelle. Deux ans après la seconde saison des Revenants, série mystico-fantastique aux faux airs de Twin Peaks, le scénariste et réalisateur Fabrice Gaubert revient à son premier amour, le cinéma. Dans Chaos, il retrouve ce qui fait sa patte, un récit entre réalité brutale et cauchemar éveillé, maîtrisé de bout en bout. La dictature par la peur, ça marche plus. Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, personne ne vous retient. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. Quand les gens sont poussés à bout, C'est vraiment une pourriture! faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. On a rencontré Steven Soderbergh il n'y a pas longtemps, et il me disait, maintenant que j'ai fait The Knick, j'ai pu faire Logan Lucky beaucoup plus vite. J'étais super efficace sur le tournage de ce film. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Je suis encore jeune réalisateur dans la pratique et j'apprends de chaque expérience et je me nourris de ce que j'ai pu faire et puis des erreurs que j'ai pu faire avant. Donc c'est sûr que ça doit changer les méthodes de travail. J'ai pas du tout l'expérience de quelqu'un comme Soderbergh, mais The Knick, c'est une claque dans le monde des séries parce que c'est quelque chose qu'il a en plus entièrement contrôlé. Il produisait, réalisait, cadrait, montait. Exactement. En gros, en France, on nous dit qu'on fait pas très bien les séries parce qu'on va pas assez vite entre les saisons, parce qu'on sait pas travailler collectivement, on n'y arrive pas et qu'il y a le culte de l'auteur. Bah voilà, Soderbergh est un exemple qu'on peut avoir le culte de l'auteur
maximale et néanmoins faire des séries qui tiennent la route, avec des saisons qui viennent tous les ans. Donc voilà. Mais j'ai remarqué en regardant KO qu'il y a cette économie de dialogue, ce côté où s'il y a besoin d'un silence, on va s'autoriser le silence. Et pour moi qui consomme maintenant plus de séries que de films, j'ai vraiment l'impression que c'est un langage de série grâce à des Mad Men, des Sopranos. Et là, je le vois transposé dans un film et je me suis vraiment demandé s'il y a des moments où vous vous êtes dit, bon là, on n'a que 2 heures pour raconter notre histoire, ce silence-là, il est trop long, ce plan-là, il est trop long. Il faut qu'on avance, quoi. Pourquoi t'as enlevé toutes les affaires de mon bureau? C'est mon bureau maintenant. T'as viré mon tableau? Oui, il est horrible. Bon, t'étais pas censé dire ça. Toi, t'étais pas censé écrire un roman? C'est pas un roman, ça? Bien sûr que si. Non, mais j'adore les silences, j'adore les plans qui durent, j'adore, comme spectateur, et du coup, ça évidemment, quand on tourne, on y pense, quand on monte, on y pense. Non, je pense que les silences sont évidemment très indispensables, même beaucoup plus importants que effectivement des dialogues très bien écrits. Ouais, en tout cas, c'est ce qui me plaît plus. Effectivement, les séries que vous citez, Mad Men ou Les Sopranos, qui sont quand même des séries particulières. C'est pas des séries extrêmement grand public, mais c'est des séries qui ont fait école et qui ont fait date, parce que justement, elles sont dans une sorte d'économie de moyens, mais où du coup tout est très important. C'est ça qui est flippant quand on regarde Les Sopranos ou Mad Men. Normalement, quand on fait une série, on se dit bon, de temps en temps, il peut y avoir des plans pas très bien, il peut y avoir des dialogues pas terribles, des scènes un peu moins bien. Et ben non, dans ces séries-là, c'est pas le cas. Moi, je peux pas m'empêcher de regarder un truc et d'essayer de trouver les séries qui sont cachées derrière. C'était très facile avec Les Revenants de se dire, oh, il y a du Six Feet Under, il y a du Twin Peaks et tout. C'est beaucoup plus difficile pour KO. Et la seule série à laquelle j'ai réussi à penser, c'est Black Mirror. Moi, il y a une autre série qui nous a beaucoup inspiré, c'est La 4e dimension. Et effectivement, Black Mirror est un peu vient de La 4e dimension, je trouve. Mais ce que j'aime beaucoup dans Black Mirror, c'est que c'est une des fables, en fait. C'est-à-dire qu'on est parfois de l'anticipation assez simple, en fait, et on a quelque chose d'assez réaliste, mais néanmoins, il y a des décalages qui font qu'on voit bien qu'on n'est pas dans la réalité et que les curseurs sont un peu mis au maximum, qu'on exagère les choses, voilà. Pourquoi vous voulez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? J'avais vraiment envie pour KO que les choses soient un peu exagérées, en ce sens que les personnages soient sans doute très archétypaux, qui fassent des choses très violentes, très démesurées. Enfin voilà, on avait vraiment envie de cette démesure, et c'est vrai que ça nous fait aller plutôt du côté de Black Mirror, de La 4e dimension. Quand on fait un film, est-ce qu'on a ce réconfort de ne pas se dire « Est-ce que je vais avoir une saison 2 ? Est-ce que les gens vont aimer la saison 2 ?» Sans doute, sur la saison 2 de Revenants, c'était « Oh là là, il faut qu'on fasse une saison 2, ça va être tellement compliqué, comment on va y arriver, en plus il faut la faire vite. » Et en même temps, le plaisir de se dire « Mais ils ont bien aimé la saison 1, quand même, on bénéficie du fait que ils ont apprécié notre travail, donc ça donne confiance. » Enfin vraiment, dans la journée, on pouvait passer d'une immense euphorie à une grande dépression. Alors que quand on propose un film, il y a toujours le risque que ça passe. Il y a quand même 15-20 films qui sortent chaque semaine. Il y a vraiment le risque que tout le monde passe à côté et que tout ça a été fait pour à peu près rien, quoi. Donc c'est une plus grande inquiétude. Moi, j'ai la chance de travailler sur des films et sur des séries. Et les deux exercices sont différents, mais les deux sont passionnants. Ouais. Est-ce que votre expérience, que ce soit dans le cinéma ou dans la série, et d'être les mains dans le cambouis, ça a changé votre regard sur ce que vous regardez, vous? Je pense que ça m'a appris à être plus nuancé. Particulièrement une série, c'est incroyablement difficile à écrire. Il y a une grammaire qui est très complexe et qui est passionnante à creuser. Quand je vois les ficelles, même dans les séries américaines qu'on adore tous, il y a des moments un peu plus faibles où on sent que voilà, c'est un peu forcé, quoi. Je comprends pourquoi de temps en temps on n'est pas sans arrêt dans le chef-d'œuvre, quoi. Je pense que je suis plus indulgent. Il y a près de 10 ans, HBO lançait True Blood, série peuplée de vampires, sorcières et autres créatures tirées des romans de l'américaine Charlene Harris. Dès la première saison, la chaîne obtenait ses meilleures audiences depuis Les Sopranos. Tout naturellement, la télé américaine a continué d'explorer les histoires effrayantes de l'écrivaine jusqu'à dénicher Midnight Texas, dont l'adaptation débarque sur Sci-Fi. What's so special about this place? Midnight has been a haven for centuries. People like us make this home. Midnight, une petite ville du sud des États-Unis où les humains cohabitent avec une population étrange pourvue de pouvoirs surnaturels.
Les acteurs Ariel Kebel et François Arnaud y ont posé leurs valises. So Midnight Texas is one of those shows where the fantastic genre provide a kind of a refugee for the audience to show a place where when you don't feel like you fit in the world you can go to. It was very clear that the story was about creating a safe home, whatever that looks like. It doesn't mean that you have to have home like with your blood-related family. It means wherever you choose to create your home, how important feeling safe is. And when that safety is violated, what that does to a person and what that does to a community. God, is that you? You meet your neighbors yet? Joe, he watches over everyone. I know Fiji's more than just a cat lady. And then there's Olivia. She's got more secrets than anyone. Do you feel that it's easier to talk about the society with this kind of different genre than a upfront drama? Well, I feel like we're all surprised at how timely some of the themes, racism and white supremacy, would turn out to be such a sadly trending topic in the news. I do think that the show, that it's a way to talk about all of this. While it remains a crazy, fun roller coaster ride, full of humor and scares and romance and real grounded relationship drama at the same time. And I think without pushing a specific agenda, the show just presents a world where diversity is possible. Charlaine Harris has always been pushing in a wrong way for human rights, gay rights, minority rights with True Blood. When humans can no longer walk on their streets at night without fearing for their lives, then we have to take our streets back. True Blood was a very sexy show. It was on HBO, and so it had its audience. And our show there's something for everyone. It's a family show. You know, the elements are the same in the sense that it's a small town with supernaturals. I love the fact that everyone is the same, and whether you're gay or straight or black or white or psychic or a witch, you're loved. It's like Friends with a whole lot more action. Yeah, I was gonna respond. Good. Et maintenant, on partage avec vous l'énorme coup de cœur de la rédac. Parce qu'on aime vraiment se faire peur, nous sommes totalement fascinés par la seconde saison de l'excellente anthologie Channel Zero, un véritable cauchemar en 6 épisodes porté par les producteurs de Twin Peaks et Hannibal. It's 6 rooms. Each one is scarier than the last. Most people don't even make it to the 6th room. The people who do, never seen again. Une bande d'amis décide de parcourir les 6 pièces de la Maison sans fin, une installation artistique sinistre qui place ses visiteurs face à leur pire peur. Jusqu'à présent, les rares qui sont parvenus à la dernière n'ont jamais été revus vivants. Une réalisation ultra léchée et un cast de jeunes acteurs, tous plus justes et angoissants les uns que les autres, servent ce labyrinthe mental imparable à regarder la lumière allumée. On ne pouvait pas vous quitter sans vous en montrer les premières images. This room 6. I think we're still inside the no-one house. Et ben voilà. Les gens se séparent, faut se faire une raison. Story Série, c'est terminé. La semaine prochaine, on parle des séries pour ados avec le créateur des Grands. Et on analyse la douce nostalgie qui berce les séries de la rentrée, de Stranger Things à Ghosted. Allez, à la semaine prochaine.